Inquiétude pour la démocratie, inquiétude pour la paix. Voilà ce que ça m'inspire. Parce que la transparence électorale doit être au rendez-vous dès le départ, c'est-à-dire dans la concoction de toutes les règles devant régir les élections. Ensuite, il faut que le consensus soit au rendez-vous dès le départ et jusqu'au bout, à tout instant. Et troisièmement, nous devons avoir l'œil et l'attention sur le droit international qui s'applique aux élections. Et je m'explique. L'élection est un événement purement interne. Autrefois, c'était le droit électoral national, le droit constitutionnel qui était un droit purement interne. Au jour d'aujourd'hui, les fondamentaux du droit constitutionnel ont été happés par le droit international et particulièrement la matière des élections est régie au plan du droit international par un ensemble d'instruments depuis les Nations Unies jusqu'aux organisations sous-régionales. Je ne vais pas énumérer les instruments adoptés au niveau des Nations Unies, depuis les instruments sur les droits de l'homme jusqu'aux déclarations de l'ODD et moult résolutions. Au niveau de l'Union africaine, je vais indiquer l'acte constitutif de l'Union africaine lui-même, mais surtout, je vais signaler la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée en 2007 à Addis Abeba. Ensuite, je vais signaler la déclaration de Bamako, adoptée par les États-gouvernements de la francophonie en l'an 2000. Et enfin, plus proche de nous, la CEDEAO. Il y a deux instruments fondamentaux. Le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté à Lomé le 10 décembre 1999 et couronné par le protocole additionnel relatif à la démocratie et la bonne gouvernance, adopté à Dakar le 21 décembre 2001. Tous ces instruments que je viens d'indiquer, la République du Bénin a pris une part très active, efficace, pour leur édiction, et des Béninois y ont travaillé, j'en suis. Mais quand j'observe, je nous observe, j'ai l'impression que nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, la souveraineté étatique peut couvrir tout et nous permettre de nous carapacer contre les règles adoptées par l'ensemble de la communauté internationale. Nous nous trompons. J'ai constaté que certains juges ne s'y connaissent pas du tout et ne font aucune référence ou ne tiennent aucun compte des données du droit international. Et quant aux acteurs politiques, j'ai l'impression que la plupart oublient. En conséquence, toute loi que nous adoptons dans cette matière des élections, eh bien, cette loi, certes, comporteront quelques éléments d'intérêt, mais doivent tenir compte de grandes valeurs déjà proclamées et contenues dans un certain nombre d'instruments internationaux. Mais je dis ceci, il n'existe pas de loi neutre. Il n'existe pas de loi neutre. Toute loi a un caractère essentiellement téléologique, c'est-à-dire une loi est votée. Quand j'emploie le mot loi, j'englobe toute la réglementation normative, loi, décret, arrêté.
chaque norme qui est prise par n'importe quel organe de l'État vise un objectif. Cet objectif peut être une valeur que l'on veut insuffler à la communauté, mais ça peut aussi être des intérêts que l'on veut sauvegarder ou que l'on veut promouvoir. Alors, selon que on prend l'intérêt général comportant des valeurs sûres pour faire porter ces valeurs par la loi, ou selon qu'on vit des intérêts qui sont particuliers, eh bien, on réussit ou on échoue. Parce qu'on doit légiférer pour la durée, dans la durée. Ceci dit, j'ai été heureux d'entendre parler de paix et j'ai été, en tout cas, rempli d'espérance par les propos du chef de l'État la dernière fois qu'il a rencontré les partis politiques qui ont répondu présent à son rendez-vous. La démocratie repose sur des lois intelligibles. Et il y a de fortes études. Il y a le journal, une revue scientifique qu'on appelle Le Pouvoir. C'est une revue de droit public qui a consacré, je crois en 2006, un numéro spécial sur la loi. Et il est dit là-dedans que certains articles de cette revue ont souligné que l'abondance des lois, eh bien, pervertit la loi. Si vous votez trop de lois, précisément, le citoyen n'a pas le temps. Montesquieu l'a dit que la loi est faite pour les moins intelligents. Il faut donc qu'il y ait une accessibilité. Mais lorsque, en l'espace de quelques temps, les lois importantes se succèdent dans la précipitation, je me suis toujours opposé à cela. Sous la Révolution, on a voulu faire ça. J'ai freiné ce que j'ai pu freiner en disant, mais le pays nous appartient. Si nous voulons arranger quelque chose, ce n'est pas dans la précipitation. Personne ne nous contraint à faire ça en urgence. Nous pouvons très bien prendre le temps, faire en sorte que chaque nouvelle loi qui est votée soit accompagnée d'une opinion de compréhension et d'adhésion. Sinon, ce qui est en train d'arriver arrive. Mais cela signifie que nous avons perdu de vue l'élément fondamental dégagé par la conférence nationale qui est le consensus. Et le consensus, remis en vigueur par le chef de l'État récemment, me fait plaisir. Mais le consensus doit interdire les exclusions. Si nous cumulons exclusion sur exclusion, eh bien, nous cumulons frustration sur frustration, et frustration sur frustration équivaut à une bombe qui va éclater au visage de chacun à un moment donné. Voilà pourquoi j'apprécie la démarche, la toute dernière démarche du chef de l'État. Et je pense à ce que la conférence épiscopale du Bénin a lancé récemment dans son exhortation pascale pour cette période. Leur exhortation se résume à un seul mot, vérité. Il faut que chaque camp, le camp de la mouvance présidentielle, le camp de l'opposition, chacun soit dans la vérité. Si l'un est dans la vérité et l'autre camoufle sa vérité, nous n'arriverons pas à résoudre cette crise. Mais je rappelle que dans le passé, toujours autour des élections, nous avons connu des crises. Ces crises ont été rapidement réglées grâce à la Cour constitutionnelle. Sans la Cour constitutionnelle, nous aurions eu des crises irréparables dans le passé. Je donne l'exemple de la LEPI. Une loi complète, parfaite, a été votée en 1999 pour instaurer RAMU et l'EPI. Et dire que désormais, toutes les élections se feront sur liste informatisée. Liste permanente informatisée.
La loi a été votée. Des bailleurs de fonds ont aidé, ont débloqué des crédits. Mais tout n'a pas été mis en œuvre pour que cette liste voit le jour assez rapidement. Si bien que de 1999 à 2010, à l'approche de chaque élection, l'Assemblée nationale votait une loi d'exception pour dire que, de manière exceptionnelle et ponctuelle, la loi de 1999 ne sera pas appliquée à telle élection. À chaque fois, de 1999 à 2010. Et en 2010, le Parlement a voté une loi pour abroger la loi sur la LEPI. Et c'est là que la Cour constitutionnelle, dans une décision du 5 avril 2010, a dit que la LEPI est un progrès qu'on ne peut pas retourner en arrière et que par conséquent, les élections qui pointent à l'horizon de 2011 se feront sur la liste LEPI. C'est une régulation. C'est une régulation. Un Parlement a le pouvoir de voter les lois. Mais un Parlement qui se dit qu'il est sans limite et qui se retrouve sans limite, il y a problème. Il y a danger, il y a menace à la démocratie et à la paix. En conséquence, une nouvelle ouverture vient d'arriver, faite par le chef de l'État. Et nous croyons que c'est dans la vérité. Et la balle a été lancée au Parlement et je crois que c'est dans la vérité. Le Parlement a reçu et a commencé par une conférence des présidents à chercher une solution. La solution est simple, on peut prendre des aménagements. Je ne veux pas aborder les solutions possibles. Mais l'une des solutions est de surseoir pour les élections législatives à venir toutes ces lois qui gênent et mettre en vigueur les anciennes lois. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Après ces élections, nous reprendrons toutes ces lois parce que c'est notre pays. Qu'est-ce qui nous pousse? Où y a-t-il urgence? Il y a un problème de ce côté-là. Et je pense que la sagesse va l'emporter au niveau de tout le monde. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai conduit une délégation composée de présidents d'Assemblée nationale et de ministres au Burundi en 1993 ou 1994. Ils avaient des crises énormes et les coups de feu, on a passé quelques jours là-bas, une semaine là-bas, et toutes les nuits, c'est des coups de feu, etc. Et j'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer toute la classe politique. J'ai tenu un langage extrêmement dur parce que quand ça crame quelque part en Afrique, eh bien, ça donne des remous dans les autres parties de l'Afrique. Parce que ceux qui sont hors du continent africain nous perçoivent de manière globale. Jusqu'ici, nous avons été perçus au Bénin comme pays stable, à démocratie fonctionnant régulièrement. Le chef d'État l'a compris. J'espère que tout le monde l'a compris. J'espère que tout le monde s'inscrira dans la vérité et qu'on évite l'exclusion. Tout doit être fait pour que chacun puisse aller aux élections librement et que les élections se fassent dans la transparence et la sincérité, de manière que celui qui l'emporte sache qu'il a emporté et celui qui a été battu reconnaîtra qu'il a été battu. C'est tout. La connaissance exacte de l'administration d'un pays permet à l'organe qui doit réguler les fonctionnements de ces administrations de savoir prendre la voie appropriée. Nous savons que notre administration est assez lente. En 2 jours, 3 jours, 2 ans, 3 ans, on ne peut pas guérir notre administration publique de toutes les lenteurs ni de toute anomalie. Je vais vous dire ceci. Dans les quitus, déjà au niveau des quitus qu'il faut délivrer, je connais un cas d'un candidat qui a demandé quitus fiscal. On dit, attendez, on va voir. On a fouillé, on l'a dit, vous n'avez pas une maison à tel endroit, vous avez payé. Et il dit, non, 3 millions. Il a versé. Vous n'avez pas d'autre maison? Il dit, non, j'ai rien d'autre. Alors si vous savez que j'ai quelque chose, il faut le dire. Finalement, on lui dit, bon, écoutez, restez collé à votre ordinateur,
vous aurez le quitus fiscal sur votre ordinateur. Voilà un candidat qui, le jour même où il faut aller déposer les dossiers à la Sénat, c'est arrivé à l'écran de son ordinateur et il attendait. Or, les dossiers devaient être déposés avant minuit. À 23h20, il reçoit un message, votre quitus est prêt, passez le chercher. 23h20. L'intéressé loge dans une banlieue de Paris, de Cotonou j'allais dire. Le temps qu'il quitte sa maison, qu'il aille au trésor, puis ensuite qu'il aille au siège de son parti, voir les gars de son parti glisser son quitus, il sera minuit. Alors nous connaissons notre administration. Lorsqu'on connaît notre administration, il faut simplifier les formalités à faire en prenant des dispositions tout de même pour contrôler. Même des contrôles a posteriori peuvent se faire. Mais tout doit être fait de manière à alléger les formalités aux gens. Je crois que cette donnée-là a manqué un peu. Le multipartisme ne se qualifie pas. Ou on est en multipartisme, ou on est en monopartisme affirmé, assumé ou déguisé et contournant. Non, écoutez, la liberté ne se saucissonne pas. Mon opinion là-dessus, tout l'univers entier le connaît. Tout l'univers entier connaît mon opinion sur cette question-là. Nous ne pouvons pas saucissonner, tronçonner la liberté. Ou les citoyens ont le droit de s'organiser librement sur le plan politique. Si un parti politique se constitue dans une cabine téléphonique et ne veut pas aller aux élections, c'est son droit. Aux États-Unis, les États-Unis ont dit bipartisme, mais il n'y a pas que deux partis. Il n'y a pas que démocrates et républicains. Il y a le Parti socialiste, il y a d'autres partis. Mais ces partis n'émergent pas. Mais ces partis ont le droit d'exister à condition de respecter les lois du pays. Et ces partis, quand les élections arrivent, soutiennent l'un ou l'autre des partis qui ont les moyens d'accéder au pouvoir. En Grande-Bretagne, c'est pareil. On dit système bipartisan. Mais il n'y a pas que deux partis politiques en Grande-Bretagne. C'est l'alternance de deux partis pendant un temps assez long qui a mené à parler de bipartisme dans ce pays. Et moi, je dis, c'est mon domaine, je dis et je répète, que depuis que le monde est monde, et je l'ai répété sur tous les fronts où je suis passé, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu un système législatif pour créer le système partisan. C'est le jeu politique, la trame de l'histoire qui amène au système partisan. À la conférence nationale, si nous avons ajouté multipartisme intégral, c'est parce que nous nous connaissons. Nous savions déjà que lorsqu'on va lancer la démocratie, certains qui lorsqu'ils ont ouvert les yeux, n'ont connu que le parti unique, tout doucement, s'ils sont au pouvoir, ça peut les conduire, parce que le pouvoir enivre, le pouvoir saoule. Et lorsque vous ne savez pas faire, le pouvoir vous rend fou, absolument fou. Ça arrive. En conséquence, nous le savions. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté intégral pour attirer l'attention. Sinon, ou on est en multipartisme, le système politique et l'histoire peuvent amener ce multipartisme à avoir 2 partis, 3 partis, 4 partis principaux qui passent au pouvoir. Mais ça peut, à des moments donnés, conduire à un éclatement des partis existants, comme en France. Le phénomène Macron, c'est quoi? C'est la faiblesse des partis politiques traditionnels qui gouvernaient la France. Et il y a d'excellents ouvrages qui ont été écrits là-dessus, et j'en signale un. L'ancien secrétaire général du Parti communiste français, Robert Hue, a écrit il y a 3 ans un ouvrage intitulé « Les partis politiques disparaissent, sont en train de disparaître, mais ils ne le savent pas ». Pourquoi il a écrit cet ouvrage? C'est parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, la tendance à l'affirmation de la citoyenneté est devenue plus forte que la tendance à l'organisation de partis politiques. Si nous ne sommes pas attentifs à l'évolution de nos sociétés aujourd'hui, nous allons nous tromper. Nous allons nous tromper. Le citoyen individu aujourd'hui est
10 millions de fois plus conscients de ces droits. À un point tel que si le parti politique le gêne, il s'en passe. Nous l'avons vu, Balai citoyen, il y en a marre, on l'a vu un peu partout. Mais aucune société n'échappe à cette tendance. Il faut le savoir, l'étude de l'histoire et de l'évolution de nos sociétés, aspect sociologique, aspect psychologique, si on ne fait pas bien ces études, eh bien, on va dans le mur, sans le vouloir et parfois sans le savoir, mais lorsqu'on le sait, parfois c'est tard. Et puis le droit est très important. Quand on s'amuse avec le droit, que un magistrat se dit, mais je peux faire tout ce que je veux avec le droit. Quand on s'amuse avec le droit, on finit par se mordre le doigt. Ça, c'est sûr. Le droit, nous devons conduire le droit de manière que lorsque quelqu'un perd un dossier en justice, quand il lit le motif, qu'il se dise, oui, ça c'est vrai, ils ont raison. Mais lorsque même un avocat, parfois il perd, il ne comprend pas pourquoi il a perdu, et parfois il gagne, il ne comprend pas comment il a gagné, pourquoi il a gagné, ça arrive. Donc nous avons du travail sur ce front. Ce travail hier a été fait, aujourd'hui je crois qu'il y a des interrogations un peu partout. Vous savez, quand vous m'observez, vous verrez que je ne fais jamais de querelle personnelle. Moi, j'analyse les systèmes, les principes, les valeurs, leur mise en œuvre. Et c'est derrière ma mise en œuvre, leur mise en œuvre, qu'on peut voir que j'ai donné un coup de griffe à telle personne ou à telle, mais ce n'est pas délibéré, c'est l'analyse des systèmes qui me conduit à ceux qui ont mis le système en marche. Au niveau de chaque corps de normes au plan international, nous sommes passés à la judiciarisation de ces groupes de normes. Au niveau de l'Union africaine, le fondement de tout, c'est les droits de l'homme. Donc l'Union africaine est aujourd'hui dotée d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc quand les difficultés arrivent à un certain niveau et que les droits de l'homme ne sont pas respectés, l'élection, c'est des droits de l'homme, c'est le fondement même des droits de l'homme. Dans une société étatique, on peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au niveau de la CEDEAO, nous avons la Cour de justice de la CEDEAO, qui a des compétences en droit de l'homme. Mais ceci dit, depuis quelques années, je note un reflux. C'est dans l'élan de flux que toutes ces normes ont été prises et adoptées au plan international et au plan du continent africain et au plan subcontinental africain. Et que les juridictions de tout genre ont été installées. Mais depuis quelque temps, je constate qu'il y a un reflux de l'état de droit, un reflux de la démocratie. Cet engouement d'hier diminue et la malice des uns des autres substitue à l'état de choses que le flux démocratique a donné des éléments qui contredisent ce flux démocratique. Mais je ne m'inquiète pas pour ça. Lorsque on affirme que la démocratie est irréversible, cela ne signifie pas que la démocratie, à un moment donné, ne va pas marquer le pas, ne va pas retourner en arrière. Mais quand ça retourne en arrière, c'est pour rebondir. Je ne sais plus quel auteur, ce n'est pas Montesquieu ou pas, qui a dit que la liberté donne l'anarchie, l'anarchie appelle la dictature et la dictature rétablit la liberté. Voilà ce que je vois. Pour qu'une démocratie soit définitivement consolidée, il peut lui arriver de passer par des phases qui ondulent, parfois qui reculent et qui repartent. Il faut pas être effrayé.